Il y a un mois, c'est pas très loin, un mois, 10 mars, Mélenchon était à 10%. Et pour ceux qui disent oui, mais tout ça c'était bien vieux, si je regarde le 8 avril, il y a 4 jours, Mélenchon est à 16%. Mais alors on se pose la question, ça sert à quoi ces machins ? C'est quand même très manipulatoire quand on sait comment fonctionnent les gens. Quand tu as 2 jours avant le vote, Mélenchon qui est donné à 7-8 points derrière Le Pen, on voit très bien que les électeurs qui vont dire « Ouais, peut-être que Mélenchon, je vais voter Roussel, c'est pas grave, de toute façon il va faire 2-3 points, mais ça changera rien, puisque de toute façon j'aurais voté Mélenchon avec quoi ? Il aurait fait 19, de toute façon on sera toujours loin de Le Pen. » Alors que les sondages disaient « Il gagnera pas, il sera pas au second tour ». Alors qu'on voit qu'évidemment, il était très très proche du second tour, et qu'une mobilisation peut-être un peu plus forte, évidemment, aurait permis de changer non seulement le second tour, et peut-être le vainqueur. Est-ce que ce serait pas beaucoup mieux de les interdire, ces sondages, interdire de faire des sondages, de publier des sondages ? Le vote est secret. L'intention de vote, elle est censée être secrète aussi. Tous ces mecs à 10-15 000, quand est-ce qu'ils ont vu quelqu'un souffrir pour la dernière fois ? À part un bobo là qui trouvait pas de pain sans gluten, quoi. Mais c'est ahurissant, je veux dire. Puis après ils viennent donner les leçons en disant votez pas Le Pen quand même, on vous a juste éborgné, mais on vous a laissé un œil. Je suis sur le plateau avec Olivier Berruyer, fondateur du média indépendant et lucide, que je vous invite à visiter et qui a besoin lui aussi d'abonnement. Et Lucide est notamment spécialisé dans des formats graphiques, des formats qui permettent de mieux comprendre les chiffres de l'actualité. Et il nous en fera profiter pour évoquer la question des chiffres des élections. Salut Olivier. Bonjour. Alors tu es venu nous voir avec plusieurs graphes qui nous permettent de commenter en profondeur les grandes tendances du premier tour de la présidentielle, ce qui nous donnera l'occasion d'en tirer quelques conséquences politiques. On commence par le premier graphe qui s'affiche à l'écran et mon petit doigt me dit que tu t'en serviras pour évoquer les instituts de sondage. Sont-ils plantés ? Pourquoi ? Pour quelles conséquences ? Oui, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette élection. Et la première, c'est d'avoir un pays qui est vraiment fracturé. Dans ce premier graphe que je voulais partager avec vous, c'était pour revenir évidemment sur les sondages. On a quelques chiffres qui sont quand même frappants maintenant avec le recul. On peut revenir sur ces chiffres et leur évolution. Bien sûr, oui. Fin janvier, on voit que un sondeur nous donnait Valérie Pécresse à 18% quand même, gros succès. Mois de février, un autre nous donne Zemmour à 16,5%. Un autre, il y a un mois, c'est pas très loin, un mois, 10 mars, Mélenchon était à 10%. Et pour ceux qui disent oui, mais tout ça c'était bien vieux, si je regarde le 8 avril, il y a 4 jours, Mélenchon est à 16% sur l'IFOP. Donc 2 jours avant les élections. Exactement. Vendredi. Oui, c'est ça, c'est le vendredi. On voit la gravité finalement de cette utilisation en plus à outrance des sondages. On voit que ça ne marche pas. Alors après, les sondeurs te disent oui, mais nous on fait pas des prédictions, on fait une photo à un moment donné. Ce qui est assez vrai, de toute façon on voit que des gens se décident au dernier moment. Mais alors on se pose la question, ça sert à quoi ces machins ? C'est quand même très manipulatoire quand on sait comment fonctionnent les gens. Les gens se décident au dernier moment, mais pour expliquer en fait ce décalage... Pas tous, c'est 20, 25% mais pour expliquer ce décalage, il faudrait croire que le différentiel de personnes qui se décident qu'il n'y a que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se décideraient au dernier moment, ou alors il serait de manière écrasante ceux qui se décident au dernier moment, pour qu'on arrive à ce gap en 2 jours. Oui. Et puis de toute façon, on voit qu'on est quand même sur des volumes qui sont généralement de 1000 personnes. Alors statistiquement, c'est censé être robuste, mais quand tu as vraiment 1000 personnes représentatives, mais là, les gens, c'est très difficile de les trouver représentatifs. Ils font ça pour Internet. En plus, la plupart sont payés pour répondre aux sondages. Pas grand-chose, mais quand même. Donc on voit qu'il y a une vraie problématique et elle est à plusieurs niveaux. Déjà maintenant, grâce aux socialistes, à François Hollande, on voit qu'on est plus sur des principes d'égalité mais d'équité. Donc maintenant, il faut donner un temps de parole avant le début de la campagne électorale, donc pendant plusieurs mois, en fonction de ces sondages finalement. Donc on voit que les sondages sont complètement bidons et donc le temps de parole de Mélenchon a été divisé par 2, clairement. On voit derrière qu'il y a aussi des effets très dangereux
de fabrication de l'opinion publique, parce que les gens pensent que c'est vraiment ce qui va se passer, donc ils se mettent aussi à avoir des stratégies en fonction de ça. Et quand tu as 2 jours avant le vote, Mélenchon qui est donné à 7-8 points derrière Le Pen, on voit très bien que les électeurs qui vont dire « Ouais, peut-être que Mélenchon, je vais voter Roussel, c'est pas grave, de toute façon, il va faire 2-3 points, mais ça changera rien, puisque de toute façon, j'aurais voté Mélenchon avec quoi? Il aurait fait 19, de toute façon, ça sera toujours loin de Le Pen. » Donc on voit que déjà, ça a probablement déplacé des gens hors du champ de Mélenchon. Ça a empêché que la question du vote utile pour le second tour soit une question évidente pour tous les électeurs susceptibles de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, oui. Puis certains ont peut-être hésité, qui sont un peu à la frontière, ont peut-être voté Macron en disant bon, ok, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, quand on voit la mobilisation qu'il y a eu, elle est quand même exceptionnelle, même les évolutions, on a plein d'exemples de gens qui d'habitude votaient pas trop, puis quand même, je votais Mélenchon. Alors que les sondages disaient, il gagnera pas, il sera pas au second tour. Alors qu'on voit qu'évidemment, il était très très proche du second tour, et qu'une mobilisation peut-être un peu plus forte, évidemment, aurait permis de changer non seulement le second tour, et peut-être le vainqueur, hein, parce que la victoire de Macron est très loin d'être acquise. Alors on peut imaginer, disons, à la décharge des sondeurs, qu'il y a une surmobilisation de certains types d'électorats, qu'il y a une sous-évaluation du taux de participation, et que tout ça peut expliquer ce décalage, en fait, cet échec en réalité de leurs prévisions. Mais je ne suis pas forcément en train de taper sur les sondeurs, parce que finalement, on essaye de leur prêter et de leur confier une mission impossible, c'est-à-dire prédire le résultat à l'avance. La question, c'est collectivement, à quoi ça sert? Je veux dire, est-ce que c'est pas beaucoup plus néfaste est-ce que ce serait pas beaucoup mieux de les interdire, ces sondages, interdire de faire des sondages, de publier des sondages? Le vote est secret. L'intention de vote, elle est censée être secrète aussi. On voit très bien que c'est quand même très manipulatoire. On sait aussi que les gens ont tendance à, en tout cas une partie, peut-être un tiers des gens, quand on voit les fameuses expériences de H, de se conformer à une opinion majoritaire, surtout ceux qui ne savent pas trop, machin, j'en sais rien, oui, on me dit qu'il va gagner, donc je vais voter pour lui. Alors oui, évidemment, s'il n'y a pas de sondage, on serait dans le flou, mais bon, voilà, si vous n'aimez pas le flou, la vie n'est pas pour vous non plus, quoi. Il y a du flou, oui, bien sûr, mais derrière, on aurait sans doute quelque chose aussi de plus démocratique. Alors on passe à un second graphique, le vote au premier tour selon l'âge des votants. Oui, qui montre bien la grande fracture de la population. Et j'ai envie de commencer aussi par un chiffre sur l'abstention réelle. On nous a sorti 26%. En fait, c'est 33% la vraie abstention, parce qu'on ne tient pas compte, dans les chiffres qu'on vous donne, des gens qui ne se sont pas inscrits sur les listes électorales. Il y en a à peu près 7-8%. Donc on voit déjà qu'un tiers des gens, déjà, ils veulent pas se prononcer. C'est pas négligeable. Hein. Ça veut dire que Macron, qui a quand même fait une jolie performance, surtout par rapport à celle d'avant, mais ça, on y reviendra. En fait, il a encore moins de 20% des citoyens en âge de voter qui ont voté pour lui. Donc on voit très bien que ça commence à poser d'énormes problèmes démocratiques, que les types qui sont censés diriger le pays, c'est que 20% de la population. Alors, si on est sur ce graphique sur les résultats par âge, on voit une vraie fracture générationnelle qui est assez impressionnante. Je vous ai mis 3 tranches d'âge ici, les jeunes, les classes intermédiaires et puis les plus de 70 ans. Et on voit que les jeunes, évidemment, votent en majorité pour Mélenchon, à plus de 30%. Après, c'est Le Pen 25% et puis Macron 20%. On voit très bien que les jeunes ont compris aussi l'importance du climat, l'importance de conserver notre modèle social pour la stabilité de la société, et ils souffrent aussi de ces années de néolibéralisme qui les frappent durement. Tous les primo-votants ont souffert énormément du Covid et de la crise sociale qui s'est ensuivie, parce que beaucoup d'étudiants n'ont pas pu travailler, ils sont allés ils sont allés aux banques alimentaires, etc. Bien sûr. Expérience de la précarité. Oui, et j'ai envie de dire, c'est tellement ahurissant quand tu vois, évidemment que les plus de 70 ans, eux, ils votent à 40% pour Macron, à 10% pour Pécresse. Je tiens à dire que Pécresse... À 12% pour Pécresse. Hein, oui, mais Pécresse, chez les moins de 65 ans, elle fait 2%, comme le PS. D'ailleurs, personne n'a relevé ce truc-là. C'est quand même... ces deux partis sont morts sur les gens qui travaillent, en fait, et qui font tourner le pays. Mais en fait, ce qui est triste, c'est que tu vois, les plus de 70 ans, ils sont 10% à voter à gauche.
Je veux dire, c'est tellement scandaleux. Enfin, on parle comme de la génération du baby-boom qui va rester dans l'histoire comme la génération la plus privilégiée. Hein. Ça, il n'y a pas de souci en termes d'évolution du PIB, en termes de protection sociale. Tous ces gens ont eu la retraite à 60 ans. Ils votent pour un programme où on dit on veut mettre la retraite à 65 ans. On en a parlé la dernière fois alors qu'il n'y a aucune raison. Je ramène ceux qui nous écoutent à notre émission précédente sur la réforme des retraites de Macron qui risque de conduire ceux qui ont environ 50, 55, 60 ans aujourd'hui dans la pauvreté. Mais bien sûr, quand on voit ça, quand on voit sa proposition délirante sur le RSA, on voit très bien que le macronisme est un sadisme à la base. Parce qu'en plus, on voit très bien que c'est pas quelque chose qui va améliorer la situation, c'est même pas forcément quelque chose de nécessaire. Et donc vous avez les plus âgés qui votent pour ça, évidemment qui ne votent pas sur le climat. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent du climat? Évidemment, ils seront tous morts avant qu'on ait vraiment des problèmes. Alors que les jeunes sont vraiment terrifiés et à raison des conséquences possibles. Je dirais, c'est un scandale. Et comme tu signales, les gens ont souffert du Covid. Pourquoi? Pour sauver les vieux. Et les vieux sont même pas capables de dire on va être un minimum solidaire des plus jeunes. On va dire 41% des vieux, plus 12%. Et bien plus 12 Pécresse, plus 12 Le Pen, ouais, ça fait beaucoup. Plus 10 Zemmour. Ça commence à faire beaucoup quand même d'antisocial. Il y a 10%. Alors, à leur corps défendant, les plus de 70 ans ont une vie sociale qui s'est beaucoup résumée pendant la crise du Covid et le confinement, et même après, puisqu'ils doivent se protéger, à la télévision. C'est le public, je pense que les gens qui regardent le JT de TF1 ont en moyenne 65 ans. Peut-être que la télé tient encore les plus de 70 ans, idéologiquement. Bien sûr, on voit très bien qu'il y a sans doute un problème de pluralisme d'information chez ces classes-là. Mais comme tu dis, en effet, la télévision aujourd'hui, s'adresse évidemment uniquement aux seniors. D'ailleurs, c'est très drôle quand tu regardes un peu les pubs. Bon, t'en as plein pour les Montesquieu Stana, bientôt pour les couches. Enfin, c'est stupéfiant. On voit très bien que la matrice idéologique derrière est ahurissante, puisque finalement, tu vas les bons jours sur la propagande néolibérale, les mauvais jours sur la propagande quasiment néofasciste, sans problème. Et les temps de parole de gauche ou de critique des médias sont vraiment quasiment inexistantes. Ah ben justement, c'est ce qui peut expliquer ce vote. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que la fracture générationnelle va nous revenir comme un boomerang dans les 5 années qui viennent? Oui, parce qu'évidemment, les jeunes peuvent dire aussi, mais attendez, si vraiment, je répète, par exemple, sur ce problème-là, il n'y a pas de problème des retraites. Enfin, si on considère qu'il y a un problème pour les retraites, écoutez, c'est très simple, regarde, cette année, il y a 5% d'inflation, il n'y a qu'à pas revaloriser les retraites, ça leur fera moins 5% aux plus âgés, qui, de toute façon, n'ont pas assez travaillé dans leur vie du coup, puisqu'on nous dit qu'il faut travailler beaucoup plus et que c'est pas normal d'avoir des retraites à 60 ans ou 62 ans. Par exemple, c'est une façon de les faire payer. Pourquoi Macron ne fait pas payer son électorat? Vous votez Macron, derrière, vous prenez une conséquence directement sur vous, parce que c'est facile de voter sur aller faire souffrir les autres. Alors, pour revenir à notre dernière émission, on avait dit que finalement, les plus pauvres mourraient avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ou alors juste après l'âge de la retraite. Peut-être que les plus de 70 ans, il y a déjà un biais, peut-être que les plus de 70 ans, dans leur génération, ce sont finalement ceux qui ont le mieux vécu et qui donc ont survécu au travail. Et donc finalement, ce serait un vote de classe d'âge, mais aussi un vote de classe sociale pour certains, pas pour tous. Oui, on va le voir sur la partie après des revenus, mais bien sûr, oui, c'est des petites pistes un peu provocatrices que je mets, mais après tout, pourquoi ne pas mettre... Parce que Macron, il aime bien faire ça, il veut des initiatives, et il met la retraite à 70 ans pour les cadres, par exemple. Si les cadres, ils votent pour lui, donc très bien, travaillez plus, les amis, de toute façon, vous vivez le plus. Pas normal que l'ouvrier travaille plus, alors que son espérance de vie va de toute façon quasiment pas croître. Alors justement, ça nous amène au graphique sur le vote selon le revenu. On voit bien que plus on est riche, plus on vote Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que laisse entendre ton graphique. Oui, tout à fait. Et à contrario, évidemment, plus on est pauvre, plus on vote Mélenchon et plus on vote Le Pen. Le Pen est leader sur les catégories pauvres. Après, il y a à peu près égalité sur les classes moyennes. Et Macron, évidemment, écrase tout chez les plus riches. Oui, on a aussi, évidemment, une fracture sociale sur cet axe-là. De toute façon, Macron est le président des riches et des classes aisées, comme on le voit là, mais qui en bénéficient moins. C'est vraiment les riches qui bénéficient à fond du macronisme. Il est là pour ça. Et c'est même assez stupéfiant, finalement, en termes démocratiques, que quelqu'un qui ne travaille qu'au service des plus puissants, des plus riches, arrive encore à avoir des scores importants de la population des classes moyennes, voire des classes les plus pauvres. Il y a encore 15% des plus pauvres qui votent Macron. C'est du masochisme à ce niveau-là. Oui.
Justement, on en revient justement à la médiation médiatique, à l'identification des intérêts de classe par les uns et les autres. C'est difficile. Et on constate que finalement, la grande fracture des classes populaires se situe justement dans l'impasse Le Pen. C'est-à-dire que c'est une sorte quand même d'assurance vie pour éviter la clarification de la division du champ politique selon les classes sociales. Et peut-être c'est pour cette raison que le néofascisme français est autant promu par la sphère médiatique majoritaire, parce qu'effectivement, ça permet une fracture des classes populaires. Historiquement, il y a toujours une très grande porosité entre cet axe-là et les classes supérieures. Alors ça, c'était un peu évidemment tassé pendant les Trente Glorieuses, puis surtout après la guerre. Hein. C'est ce truc-là qui a fait complètement disparaître du champ politique. Ce qui était la droite à l'époque, hein, et que, enfin, nous, quand on parle de la droite, on pense au RPR, aux choses comme ça qui étaient en effet un peu dures. Enfin, c'était du centre droit, clairement. De toute façon, on le voit maintenant, historiquement, on pense à Chirac. Enfin, on en avait presque arrivé en disant qu'est-ce qui nous faisait moins mal que Macron. Mais Sarkozy. Il a l'air d'être plus à droite Chirac que François Hollande, rétrospectivement. Sarkozy avait jamais supprimé l'ISF, plus à gauche. Mais Sarkozy avait jamais supprimé l'ISF, par exemple. Il faut vraiment avoir ces types qui sont venus en plus de la partie soi-disant socialiste, enfin disons droite complexée, hein, comme dit très bien Lourdon, pour avoir ce genre de casse sociale que même la droite historiquement n'a jamais fait. Et cette espèce de néofascisme, c'était la droite avant la guerre, et évidemment après la guerre, ils ont été complètement bannis du champ politique, et ils reviennent. Alors, on se rend compte que sur les catégories aisées, Éric Zemmour fait 6%, ce qui est un peu contre-intuitif quand on observe les chiffres à Paris et dans les belles banlieues de la région parisienne, où le vote Éric Zemmour est un vote de classe privilégiée. Mais quand on étend, disons, à ce qu'on considère comme les classes, disons, les plus privilégiées, et quand on étend au territoire national, bon, il descend même plus bas que Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Enfin, on voit à quel point cette candidature a été un sketch avec le tapis rouge qui a été mis par tous les médias quand même, hein, par toutes les chaînes d'infos qui passaient tous ces discours non-stop, alors que le type sortait de rien. Avec aucune expérience, ne s'est jamais présenté, faisait pas de politique. Enfin, je pense que si chacun de nos auditeurs essaie de lancer un parti, il va pas être invité des heures sur LCI. Donc on voit très bien le copinage, parce qu'évidemment il a la carte aussi, un journaliste, hein, ce qui est une protection a priori de classe, cette fois professionnelle, depuis 2015-2016, et qui est scandaleuse. Et après avoir déroulé le tapis rouge pendant des mois, maintenant on vient nous dire il faut faire barrage, attention, hein, c'est pas bien. Enfin, c'est du foutage de gueule qui explique d'ailleurs pourquoi ça marche très très mal, hein, ce discours-là. Donc évidemment, les bourgeois se sont fait plaisir. Bon, là, le score aussi est pas énorme. Ces catégories aisées, dans le sondage, c'est plus de 3 000 euros. Hein. On pourrait voir chez plus de 15 000 euros sur ce que ça fait. Il faut essayer sur plus de 10 000 euros, mais en tout cas, quand tu regardes les chiffres à Paris, arrondissement après arrondissement, et quand tu regardes même les chiffres dans la région parisienne, plus une ville de banlieue est riche, plus elle vote Zemmour au détriment de Marine Le Pen, et l'inverse est aussi vrai. Alors, toujours selon le même prisme, on a le vote à l'égard de la satisfaction, selon la satisfaction à l'égard de sa vie, qui recoupe à peu près... Ouais, mais c'est ça que je voulais vous montrer, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez peu, et moi je trouve ça frappant, quoi. C'est peut-être le graphique que j'ai le plus en tête. On demande juste aux gens quelle est votre satisfaction à l'égard de la vie. Il y en a qui disent non, j'ai une vie de merde, quoi. Je souffre. Il y en a qui disent moyen, quoi. Puis il y en a qui disent super, champagne, quoi. Et quand on regarde suivant cet axe-là, c'est terrible, hein. Chez les gens qui ne sont pas satisfaits du tout de leur vie, c'est 50% vote Marine Le Pen, 4% vote Macron, peine une dizaine de pourcents Mélenchon. Ceux qui sont ni satisfaits ni insatisfaits, parce qu'ils sont moyens, ils sont encore 30% à voter Le Pen. Et évidemment, ce qui est frappant, ceux qui sont très satisfaits, vous êtes ici sur les élites, en fait, qui ont de l'argent, qui ont du succès, ils sont 45% à voter Macron et quasiment pas à voter Mélenchon. Enfin, c'est frappant, quoi. Vous avez un vote Le Pen de souffrance. Et qu'est-ce qu'on a ? On a des guignolos à 15 000 balles par mois qui viennent sur Twitter, qui viennent sur les écrans en disant genre vous arrêtez de voter Le Pen, hein, c'est pas bien. Hein. Oh, c'est du foutage de gueule. Il y a un certain aveuglement sur la réalité sociologique de ce vote, au-delà de la personne vers qui se dirige ce vote.
Oui, mais il y a un aveuglement sur l'existence de ces gens-là, qui ne sont rien, comme disait Macron. Je veux dire, il est là, l'aveuglement. Tous ces mecs à 10-15 000, quand est-ce qu'ils ont vu quelqu'un souffrir pour la dernière fois ? Enfin, à part un bobo là qui trouvait pas de pain sans gluten, quoi. Mais c'est ahurissant. Je veux dire, quand vous allez dans la France profonde, je vous ai pas mis pour pas venir avec 50 tableaux non plus, quoi. Mais je les publierai. Mais on voit aussi que le vote Le Pen, c'est un vote de campagne, c'est un vote rural. C'est dans ces zones qui sont complètement abandonnées par l'État, où votre maternité, elle est à 50 km, et donc votre enfant aura une probabilité de mourir supérieure à celui d'un enfant à Paris si l'accouchement se passe mal. Vous n'avez plus de service public. Social quelque part. Mais évidemment, vous voulez un médecin, il faudra faire aussi 50 km pour aller trouver un médecin après 3 mois d'attente, si c'est pas 6 mois. Bon, c'est un phénomène qui touche aussi l'Île-de-France. Mais voilà, cette souffrance, on en fait quoi ? Et cette souffrance, Macron a fait quoi, mis à part la renforcer en s'attaquant aux APL, en s'attaquant au chômage, en s'attaquant à tout ce qui peut tisser du lien social. Et où je répète, où les gens qui faisaient de la politique, et tu le citais un peu comme une boutade, mais très moyenne, où Chirac, il est sans doute en effet profondément plutôt de centre-gauche, et sans doute Hollande plutôt de centre-droit, contrairement à ce qu'on pensait. Mais en tête droit, donc les choses sont quand même plus compliquées historiquement dans leur tête. Mais après, bon, vous agissez politiquement suivant un parti, et puis suivant un programme. Mais ces gens-là, les Chirac, les Mitterrand, n'auraient jamais fait. Ils n'ont pas fait ce genre d'agression à la peuple. Ah oui, ils vont loin, mais on voit très bien qu'ils n'allaient pas loin du tout par rapport à la casse sociale. Mais je répète encore, sadique, où pour la première fois, on donne des armes de guerre aux flics pour aller tirer sur les manifestants, qui sont justement ces gens qui souffrent. Oui, où on est condamné par Amnesty International, on est condamné par les conseils de l'Europe, on est condamné, et il ne se passe rien. Et où tous ces macronistes qui nous donnent des leçons, qui veulent aller faire la révolution au bout du monde, changer la vie au bout du monde, mais ils ne sont pas capables de protester quand sous leur fenêtre à Paris, des manifestants se font éborgner, et encore ils sont contents, ils applaudissent en disant vas-y, encore un peu plus fort. Puis après ils viennent donner des leçons en disant votez pas Le Pen quand même, on vous a juste éborgné, mais on vous a laissé un œil. Alors, en dehors de ces prismes qu'on a évoqués, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres réalités sociologiques que ce vote nous indique ? On voit un vote Mélenchon très fort aux Antilles, en Guyane, aussi dans les grandes villes et leurs agglomérations, une vraie progression, et les petites villes et les bourgs, disons, votant Marine Le Pen. La France périphérique de Christophe Guilluy, est-ce qu'elle existe vraiment quand on regarde les chiffres de cette élection ? Oui, mais comme je te disais, quand tu regardes sur ce vote qui est cristallisé sur Macron à Paris, dans les grandes villes, qui est très 50-50 dans les villes de province, et où Marine Le Pen l'emporte d'ailleurs, elle a emporté dans beaucoup de départements. Ça se voit pas comme ça sur les chiffres qu'on te donne. Elle est un peu derrière Macron. Elle l'emporte dans plus d'un tiers des départements. Et ce sont des départements ruraux, et ce sont des départements qui souffrent, comme je viens de l'indiquer, oui, bien sûr. Mais de toute façon, cette souffrance se voit aussi dans les reports de voix au second tour. On en arrive au second tour qui vient justement, et une fois de plus, on anticipe via les sondages. On est obligé de l'anticiper via les sondages, et notamment les sondages du report de voix de ceux qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour, donc Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, etc. Est-ce qu'il faut croire en ces sondages qui indiquent en tout cas des reports de voix beaucoup plus faibles qu'en 2017 ? Oui, évidemment. Beaucoup moins efficace qu'en 2017 au profit d'Emmanuel Macron. Les sondages ont commencé pour ça, en disant qu'il faut faire attention. Après, quand on est sur des grandes tendances, voilà, faut pas les regarder en disant c'est 34 et pas 32. Mais enfin, en gros, vous voyez à peu près les blocs, comment ils existent, et ça, c'est relativement fiable. Sur les reports de voix, en tout cas, évidemment, si on ne prend pas Macron et Le Pen, qui auront évidemment des reports de voix à 99%, c'est intéressant de voir que, au global, d'ailleurs, sur tous ceux qui ont voté, le sondage nous dit qu'il va y avoir, on retrouve encore les tiers dont je parlais tout à l'heure, finalement il va y avoir un tiers qui va voter Macron, un tiers qui va voter Le Pen, un tiers qui va s'abstenir, c'est à peu près ça. Alors après, où sera la frontière entre les deux premiers tiers pour voir qui va gagner, c'est toute la question, on pourra en dire un mot tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir que sur Pécresse, c'est à peu près pareil d'ailleurs, un tiers Macron, un tiers Le Pen, un tiers abstention, Zemmour évidemment est aux 3/4 pour Le Pen, Jadot, il n'y a même pas 60%,
10% qui se reportent sur Macron, aussi une grosse partie d'abstention. Donc là, on voit le décalage entre l'appareil de ELV, finalement, enfin pas le décalage, mais en tout cas le petit décalage entre ELV et sa base. L'électorat Europe Écologie Les Verts, je rappelle historiquement, Europe Écologie d'un côté et puis Les Verts. Et Europe Écologie, c'est évidemment tout Cohn-Bendit et puis maintenant Jadot, dont la candidature avait pour but principal de trouver une place de ministre pour qu'il puisse évidemment faire comme son glorieux prédécesseur Nicolas Hulot, puis sans doute devenir ministre de Macron pour sauver le climat. Je déconne. Mais non, mais ce sont des gens qui ont oublié la lutte des classes et qui sont pour la lutte des places. Ça c'est évidemment très très connu, mais évidemment sur la partie Les Verts qui était plus, on va dire, les babacools, historiques, pacifistes, machin, c'est les gens qui vont pas voter Macron. Mais de toute façon, on voit très bien que ce qui va se passer après cette élection, vous allez remettre au centre du jeu politique la vraie question, c'est le néolibéralisme, qui est pour, qui est contre. Et la fracture va se mettre à ce niveau-là. Et on voit déjà que, de toute façon, au niveau des résultats, vous montre que 2 tiers des Français sont contre. C'est normal, c'est ceux qui souffrent. Puis il n'y a plus qu'un tiers, et encore un tiers de ceux qui votent. Je le répète, c'est 20-25% en fait des Français qui vont soutenir ce néolibéralisme, cet européisme à outrance et cette casse sociale. Donc ça va être très intéressant. Mais on voit très bien que Europe Écologie et le PS, faut arrêter de leur reprocher de pas s'être alliés à Mélenchon. Ils n'ont rien à foutre avec Mélenchon. La gauche commence à Mélenchon. Ces gens-là sont de droite et vont rejoindre naturellement Macron, comme on fait d'ailleurs à peu près tous ceux du PS. Donc la question sera là. La question c'est pour ou contre le néolibéralisme, et Europe Écologie Les Verts va avoir quelques questions à se poser parce que son électorat est très clivé. Mélenchon. Oui. Juste un mot sur Mélenchon derrière. Vous voyez que vous avez à peu près la moitié des électeurs de Mélenchon qui devraient s'abstenir, un tiers qui devrait voter peut-être Macron. Enfin, je trouve que les chiffres sont quand même très élevés. J'en connais peu qui vont faire ça, mais bon. Et une vingtaine de pourcents qui déclarent éventuellement voter Le Pen pour faire barrage à Macron, et puis évidemment après aux législatives de corriger leur vote. Le barrage républicain, justement cette thématique du barrage républicain, elle est de moins en moins fonctionnelle, mais d'un point de vue du report des voix, mais politiquement, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Est-ce que justement ça a du sens en fait aujourd'hui? On voit que c'est l'espèce d'assurance vie qu'avaient rêvé les macronistes en se disant de toute façon faut être au deuxième tour face à Le Pen, parce que comme ça évidemment une chèvre serait élue face à Marine Le Pen, donc c'est super cool. On pourra, comme l'a très bien dit Macron en 2018, appliquer notre programme sans problème, puisque de toute façon toute personne qui vote pour nous c'est quelqu'un qui approuve notre programme, et celui-ci doit être appliqué. Et hier il a redit à peu près la même chose, sa déclaration, quand il dit oui, de toute façon il n'y a pas de barrage républicain, donc en clair, si vous votez pour moi, votez pour le programme, et puis vous ne plaignez pas de ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à... Il a quand même dit qu'il allait peut-être faire passer la retraite à 64 ans. Oui, peut-être. Plaire à l'électorat de gauche. Peut-être pas. On voit très bien le niveau de... Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais sur l'efficacité, on peut regarder finalement est-ce que ça va être efficace avant de se demander si c'est intellectuellement raisonnable d'aller dans cette optique-là. En fait, on a la réponse sur les 2 derniers graphes, sur les intentions de vote au second tour par revenu et par âge. Commençons par le revenu. Si on regarde au niveau du revenu, on voit que finalement, en gros, tous ceux sur les personnes qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, ils vont voter majoritairement Le Pen, et sur ceux qui gagnent plus que 2 000 euros par mois, ils vont voter majoritairement Macron. Donc on retrouve le vote de classe qu'on a vu. Quand vous regardez les plus aisés, vous êtes à 75% Macron et à 25% Le Pen. 13% Macron et 27% Oui, à peu près, oui. C'est à peu près les ordres de grandeur. Sur les plus modestes, vous êtes quand même à 60-40 à peu près. C'est les ordres de grandeur qu'on a. Donc on voit qu'on conserve évidemment cette différence sociale marquée. Et donc on voit que au global, ici, sur ce sondage IFOP, ça donne au final du 51 Macron, 49 Le Pen. Donc on voit que, de toute façon, avec les marges d'erreur, vous êtes vraiment 50-50. On retrouve, pour finir sur ces graphes, au niveau des âges, quelque chose d'assez intéressant. On voit que sur les 18-25 ans, finalement, en fait, c'est Macron qui gagne. C'est à peu près 55. Sur les 25-65 ans, c'est Marine Le Pen qui gagne.
et vous retrouvez les plus de 65 ans dont on voyait tout à l'heure à 70% pour Macron. L'effet jeune est assez amusant finalement. On voit que vous avez des jeunes encore formatés par l'école, par une forme de bien-pensance, en disant ah là là, tu ne veux quand même pas voter Le Pen. Et vous voyez que tous ceux qui connaissent la vie... Ou alors peut-être que les jeunes, les 18-24 ans, sont les moins sensibles au discours de subdivision ethnico-raciale. Et donc, du coup, ont peur. Ils sont un peu plus antifa que les autres. Il y a garde de raison qu'il y ait une différence entre des 18-25 et des 25-35. Il y a 10 ans d'écart. C'est quoi la différence? C'est que les mecs, ils ont connu la vie. Les 25-34 se sont endurcis. Ils ne se sont pas endurcis, en fait. Ils ont découvert le néolibéralisme. Parce que tant qu'on est à l'école et qu'on est étudiant, c'est un concept nébuleux. À 25-35 ans, tu as compris ce que c'est de te faire jeter, de te dire va créer ta boîte, tu vas être ton propre patron, ça va être cool. Tu auras la moitié du SMIC. Mais... Je pense qu'il y a quand même un biais parce qu'on met la proportion des 18 à 24 ans qui ont l'intention de voter au second tour. Et si on avait rajouté, en plus de Macron et de Le Pen, l'abstention, peut-être que dans les 18-24 ans, ce serait surtout l'abstention. C'est à peu près la même, l'abstention. Elle est très élevée chez les 18-25 et 25-35, à peu près la même. Ce qui explique d'ailleurs sans doute l'échec de Mélenchon, parce que son électorat, c'est celui qui se mobilise le moins, pas de bol. Mais bon, Macron, c'est celui qui meurt le plus. Donc dans 5 ans, les choses évidemment seront plus là, il n'y aura plus Macron, et il y aura une bonne partie des boomers qui seront plus là non plus. Mais on a... 25-35, c'est presque 60%, 35-49%. Vous n'êtes pas, c'est du 60-40 pour Marine Le Pen chez les gens qui travaillent. Mais je répète, c'est les gens qui souffrent en fait et qui découvrent la violence de classe qu'a mis en place Macron, que soutient Macron et que compte amplifier Macron. Et c'est pas son foutage de gueule de retraite peut-être à 64 ans qui va changer quelque chose. Du coup, on a l'impression que dans cette configuration sociologique, l'appel au vote, l'appel qui est lancé à Jean-Luc Mélenchon et à ses soutiens de faire campagne pour Macron, en réalité, c'est une sorte d'appel au suicide parce que face à cette sociologie du travailleur qui souffre, lui renvoyer dans le visage le vote Macron, c'est peut-être aussi lui donner l'impression qu'on n'a pas pris assez en compte l'effet des politiques néolibérales sur sa vie. Mais évidemment, et puis de toute façon, je répète, il nous dit qu'il faudrait choisir entre l'extrême droite et la droite extrême. Il faudrait voter pour... Comment on peut être électeur de gauche et aller voter pour un type qui veut mettre la retraite à 65 ans 64 maintenant, peut-être. 64 si on est sage, peut-être, si la majorité dit, puis peut-être pas, puis c'est compliqué. Qui veut détruire le RSA pour faire travailler les gens à 8 € de l'heure. Qui veut, en plus il n'a même pas de job, il veut faire travailler les SDF, le mec quand même. C'est délirant. Il a cassé le chômage, il baisse les APL. Je ne vais pas faire la liste des trucs. Il borne les manifestants et vous dites aux gens de gauche, va voter ça, sinon t'es un sale type, une sale femme. Mais c'est ahurissant d'avoir ce genre de truc. C'est une... je tiens à rappeler que déjà à la base on n'est pas en démocratie, parce qu'on n'a pas un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. On a un régime représentatif. C'est d'ailleurs dans les débats de 1789 et c'est assez drôle. À l'époque, ils disaient surtout pas de démocratie en France, il faut un système représentatif. La base quand même de ce système représentatif, qui est quand même mieux qu'une dictature, c'est qu'on est censé voter pour un programme qu'on veut voir appliqué. On n'est pas censé aller éliminer lequel il est moins pire, parce que sinon, en 2027, on va faire quoi? On va dire aux électeurs de Mélenchon, en tout cas, de la France insoumise, et aller voter Marine Le Pen pour faire barrage à Éric Zemmour. Mais c'est ahurissant, ce truc-là. Vous prenez une responsabilité d'un programme que vous ne voulez pas voir appliquer, d'ailleurs, sans en connaître les conséquences, les impacts. Vous ne jouez pas l'avenir. Oui, évidemment que le Front National, ce n'est pas mes valeurs. Mais vous mettez les gens dans des situations hérissantes, ils se font cracher dessus, ne serait-ce que s'abstenir. On a tous le droit de voter pour qui on veut et de ne pas voter sans se faire insulter. On n'est pas à Moscou, on n'est pas à Pékin quand même. C'est une liberté fondamentale en démocratie. Donc les gens qui viennent taper sur les électeurs de la France insoumise en disant « Ouais, salaud, tu veux pas voter. Oh, t'es vraiment une ordure. Tu te rends compte, tu t'apprêtes à voter pour Marine Le Pen. » Évidemment, après, sans doute, évidemment, en barrage aux législatives, parce que c'est quand même les législatives qui sont l'élection importante. Évidemment, si Marine Le Pen était élue, on la voit assez mal avoir une majorité à l'Assemblée. Puis on parle de quoi si Macron est réélu? Il y a quand même toutes les chances qu'il y ait encore un ministre LR.
Hein, il y a encore un ministre républicain. Mais je veux dire, je vais finir. Mais si Marine Le Pen est élue, il y aura un Premier ministre LR aussi. Enfin, vous êtes en train d'être de pas loin de bonnet blanc. Peut-être un ministre LR, c'est-à-dire qu'il y aura aussi peut-être des ratonnades et des... que tous les cadres du Front National se sont barrés chez Zemmour. Hein. C'est quand même aussi une grande préscience. Donc en fait, ils n'ont plus rien. Donc on voit très bien que le seul avenir, c'est d'avoir LR, toute la partie Ciotti et compagnie des LR qui passera chez Marine Le Pen. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'il faut arrêter de taper sur, ou en tout cas d'engueuler les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en particulier, parce que c'est eux qui vont faire sans doute l'élection. Hein. C'est la responsabilité des candidats de proposer un programme qui va réunir 51% des voix. C'est la responsabilité 0,1%. C'est un grand 0,1% des voix. C'est la responsabilité de Macron de faire un programme. Il a besoin d'avoir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui votent plutôt plus pour lui que pour Le Pen, à lui de faire un programme. Mais on voit très bien que ces gens sont des fanatiques. Ils ne sont pas prêts à dire, mais je répète, hein, ils pourraient dire, j'arrête, il n'y aura pas de réforme des retraites dans ce quinquennat. Il n'y en a pas besoin. Pourquoi il veut faire ça? Mais non, attention, on va quand même faire 64 ans, puis 64 et demi. Puis après, il va dire quoi? C'est, je vous épargnerai pas, ce sera une oreille juste en moins que vous aurez. Mais c'est à lui il pourrait dire, je vais remettre l'ISF. Ça allait chez Sarkozy, l'ISF, hein, ça pourrait aller chez lui. On voit qu'ils ne sont pas prêts à faire ça. On voit qu'il n'y a même plus de politique. Mais c'est pas un homme politique, il ne sait pas ce que c'est la politique, Macron. Mais les autres non plus ne savent pas faire la politique. Pourquoi tous les autres micro-candidats, hein, à 20h01, il a fallu qu'ils courent tous pour vite dire « Ah ouais, il faut voter Macron ». Il aurait pu le dire tranquillement. Pourquoi Jadot, il n'est pas allé voir Macron là? Il aurait pu dire, attends, je vais aller voir, je vais négocier avec Macron, histoire d'avoir peut-être un truc pour le climat, histoire que ma candidature ait peut-être servi à quelque chose, lui arracher. Et puis à ce moment-là, je dirais, bon, ok, allez, on fait un deal. Puis même si tout ça, on sait bien que le gars, il est macroniste, donc même si c'était du pipeau, la négo, ça aurait donné un air un petit peu démocratique quand même. Mais ils ne sont pas faire ça. Je veux dire, les types, c'est des... je ne vais pas dire que c'est des vendus, j'aime pas avoir ces propos, mais bon, il y a de ça. C'est une forme de conformisme, disons. Non, c'est une forme d'abandon, de négation de la politique. Enfin, je répète, la violence de ce meeting de Macron, où tu regardes, tu as Jean-Pierre Chevènement, qui est assis à côté de Manuel Valls, qui est assis à côté de Jean-Pierre Raffarin, qui est assis à côté de Muselier, qui est assis à côté de Marisol Touraine. Ils sont tous en train d'applaudir le même candidat. Mais enfin, la plupart des Français se disent, vous êtes foutus de nous depuis 30 ans, en fait. Attendez, vous avez le même programme entre Renaud Muselier et Jean-Pierre Chevènement. Et puis on trouve ça normal. Mais quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs dans le macronisme. Bon, a priori, leur but, c'était de ni droite ni gauche, donc droite. Bon, il a voulu détruire le PS et les Républicains. Bravo, bien joué, Emmanuel. Mais dans ce cadre-là, je comprends pas, c'est quoi l'avenir? Il y a un parti unique en France? Il y a une alternance? Parce que là, ils te disent, fallait écouter... le boss de la République En Marche, la dimanche, il était ahurissant. Enfin, le mec t'explique, finalement, il ne faut pas voter pour une opposition à Macron. Parce qu'il y a 3 blocs maintenant. Donc on voit très bien, les mecs te disent, votez pas Le Pen. Il y a 3 blocs et donc 2 extrêmes, c'est enfin ce qui... Oui, mais ils essayent de dire, alors votez pas, c'est un extrême Le Pen. Oui, évidemment qu'il y a un extrême Le Pen. Enfin, je rappelle que Le Pen, elle propose aussi le référendum d'initiative citoyenne, elle propose la proportionnelle. Bon, c'est un truc que n'importe qui pourrait proposer. Pourquoi il ne propose pas ça, Macron? Bah tiens, tu veux tacler Le Pen et puis propose-le. C'est ce que veulent la majorité des Français. Ils le font pas. Donc ils t'expliquent, ok, alors t'es la République En Marche, faut pas voter Le Pen. Bon, il y aurait Mélenchon, on est bien d'accord qu'il ferait pareil. Il y aurait Venezuela bientôt, va détruire le pays. Bon, donc ta République En Marche, en fait, t'as aucun parti d'opposition. C'est les mecs aussi, voilà, ils sont à Moscou dans leur tête et faut voter pour le leader, la République En Marche, à vie et jamais autre chose. Mais c'est quoi le projet? Je ne comprends pas. C'est pas juste une boutade. C'est quoi l'opposition quand tu es la République En Marche acceptable pour toi? Tu te dis, il faudra voter Hidalgo, c'est tout dans ta vie, ou Pécresse éventuellement, mais ça fera jamais une opposition. La discussion va sans doute se poursuivre. Merci Olivier. Donc je rappelle que tu es le fondateur du site Elucide, un site d'information indépendant qui se spécialise notamment dans l'exploitation graphique des données chiffrées et souvent éparpillées. Vous pouvez aller sur le site d'Elucide pour voir et vous abonner à la page YouTube d'Elucide. Bien entendu. Sur ce point-là, je te coupe, mais c'est vraiment important. Moi, c'est gratuit, ça vous prend 5 minutes. Abonnez-vous à la page Elucide. On fait des vidéos et comme vous, on voit très bien que les algorithmes ne te mettent jamais en avant. Donc s'il n'y a pas d'abonnés avec la petite cloche, en fait, vous perdez beaucoup de choses et on sortira samedi une interview très importante pour le 2e tour. Bien entendu, le média a besoin de vous, comme nous ne nous privons pas de vous le dire depuis un certain nombre de jours. Vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez cette vidéo autour de vous et surtout rejoignez-nous, soutenez le média en vous abonnant sur lemediatv.fr/soutien.
des 5 € par mois pour permettre à la rédaction de survivre et de se projeter sereinement sur la rentrée prochaine. Vous comme nous avons besoin d'un média comme celui-ci, engagé et combatif, pour une information indépendante des forces de l'argent et l'entretien de cette caisse de résonance des voix dissonantes inaudibles ailleurs. Vous êtes des centaines à vous être abonnés ces derniers jours. Vous êtes désormais 6729. Merci, mais l'objectif à atteindre est de 10 000. C'est franchement jouable. On compte sur vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité, votre attention et votre bienveillance. Le média disparaît. Vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie. Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès. Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est finie cette campagne. Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques, des interviews long format où ont pu s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels, dans des conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le droit de dire stop, de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse. On est dans une situation assez dingue où un gouvernement du coup vote une loi sur le secret des affaires pour arranger ses potes et après se cache derrière cette loi au moment où ça peut être déterminant. Quand on contacte l'Élysée en disant il y a quelque chose de grave, là de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils sont de bonne foi, pourquoi ils ne parlent pas ces gens-là ? Nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait. Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite ? Pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite. On a des gens qui sont des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, à être responsable de rien devant personne. Et les citoyens n'ont jamais leur mot à dire. Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dont le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi. Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est quand même, et avant tout celle des gens qui nous dirigent, et notamment depuis 5 ans celle de Macron. Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions. Malgré ça, vous n'êtes que 6 400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très mal. Les abonnements rapportent à peu près 60 000 € et on en dépense 100 000 tous les mois. Ce qui nous fait un déficit de 40 000 € chaque mois. Le média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible. Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les émissions que vous aimez. Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le média et lui assurer sa pérennité. Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média. Plus que jamais, le média a besoin de vous. Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix. Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.